Dans la danse imprévisible entre la nature et l'humanité, il arrive parfois que le rythme devienne périlleux, transformant la scène en un théâtre de tragédie inattendue. Partout dans le monde, au milieu de la splendeur sauvage des paysages naturels, se cachent des dangers insoupçonnés qui ont coûté la vie à des célébrités et à des aventuriers intrépides. Des profondeurs des océans aux vastes étendues de la savane, ces récits tragiques se déroulent là où un moment d'admiration peut soudainement se transformer en une leçon de prudence pour toute une vie. L'esprit indompté de la nature, dans sa force brute et terrifiante, a gravé des histoires qui résonnent avec une combinaison de terreur et de respect solennel pour le monde sauvage. C'était un week-end paisible de la fête nationale australienne en 1963, un moment attendu pour se détendre et profiter des plaisirs simples de la vie. À Sugarloaf Bay, un lieu pittoresque niché dans Middle Harbour, près de Sydney, le soleil d'été illuminait les eaux calmes et accueillantes, créant une ambiance presque irréelle. Des familles et des groupes d'amis étaient dispersés ici et là. Parmi eux se trouvait Marcia Hathaway, une actrice de 32 ans originaire de Sydney, pleine de promesses pour une carrière en plein essor, connue pour sa beauté éclatante et ses performances captivantes sur scène et à l'écran. Marcia avait choisi cet endroit idyllique avec son fiancé, Frederick Knight, et quelques amis proches pour célébrer leur récente fiançailles lors d'un pique-nique. C'était une journée qui devait être marquée par la joie, les rires et les conversations animées sur les projets d'avenir. L'air était rempli de l'euphorie propre à ce genre de moments partagés. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette journée, pleine de promesses, allait rapidement virer au cauchemar. Dans un moment de défi bon enfant, les amis de Marcia l'encouragèrent avec malice à leur prouver ses talents de nageuse. Avec un sourire espiègle, elle releva le défi sans hésiter. Elle s'avança dans l'eau, ses pieds s'immergeant doucement dans la fraîcheur apaisante. Elle ne s'éloigna que jusqu'à la hauteur des genoux, restant à proximité du rivage. Soudain, un cri déchirant brisa le calme ambiant. Marcia hurla, croyant d'abord qu'elle avait été piégée par un poulpe. Mais la réalité était bien plus effroyable. Un requin bulldog, redoutable prédateur des profondeurs, s'était approché en silence et avait refermé ses mâchoires puissantes sur son mollet droit. La tranquillité paisible de la baie se transforma instantanément en une scène de terreur absolue. En entendant les cris désespérés de Marcia, Frédéric se retourna et fut témoin d'une scène qu'il n'oublierait jamais. Un requin gigantesque entraînait l'amour de sa vie vers des eaux plus profondes. Poussé par un instinct de survie et une détermination inébranlable, il se précipita dans l'eau, prêt à tout pour la sauver. Ce fut une lutte acharnée et désespérée contre le prédateur, Frédéric allant jusqu'à s'agripper à la créature pour tenter de libérer Marcia de son emprise mortelle. L'eau se teinta rapidement de rouge sous l'effet de la blessure, tandis que Marcia, malgré une douleur insoutenable et des blessures graves, fit preuve d'un calme incroyable. Elle trouva la force de rassurer Frédéric, détournant son attention de sa propre souffrance pour tenter de le réconforter dans ces moments terrifiants. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon cher. Dieu veillera sur moi, murmura-t-elle, des paroles qui résonneraient plus tard avec une poignante intensité dans les mémoires de tous ceux qui l'aimaient. Des plaisanciers, témoins de la scène dramatique, accoururent pour leur porter secours. Ils sortirent Marcia de l'eau et l'allongèrent sur le rivage, utilisant des draps arrachés pour fabriquer des garrots de fortune dans l'espoir de stopper l'hémorragie. Mais les blessures infligées par le requin étaient d'une gravité extrême. La jambe droite de Marcia était presque entièrement sectionnée, rendant toute intervention immédiate insuffisante. Un appel fut passé pour demander une ambulance, mais le destin s'acharna une fois de plus. Le véhicule tomba en panne sur le chemin, retardant l'assistance médicale cruciale dont Marcia avait désespérément besoin. Pendant qu'ils attendaient qu'une autre ambulance arrive, son état se détériora rapidement. Lorsque les secours purent enfin intervenir, il était déjà trop tard. Marcia Hathaway, une femme pleine de vie et aimée de tous, succomba à ses blessures. L'attaque laissa Sydney sous le choc. Les journaux locaux qualifièrent le requin de monstre, tandis que la ville pleurait la perte tragique d'une jeune femme à l'aube de sa vie. Dans les jours suivants, des photos montrèrent des foules rassemblées autour d'un véhicule exhibant un requin bulldog capturé dans la région, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque. Cet événement tragique resta gravé dans les mémoires des habitants de Sydney comme un rappel saisissant de l'imprévisibilité et de la férocité de la nature. Pendant près de 6 décennies, cette attaque demeura la seule mortelle survenue dans les eaux de Sydney jusqu'à ce qu'un événement similaire se produise en 2021 à Little Bay. L'histoire de Marcia Hathaway n'est pas simplement celle d'une rencontre fatale avec l'un des prédateurs de la nature. C'est aussi une leçon sur la façon dont les instants de joie et de tristesse peuvent s'entrelacer en un clin d'œil.
C'est un rappel de la fragilité de la vie et du courage inouï que l'on peut manifester face à une adversité inimaginable. Son héritage perdure dans les souvenirs de ceux qui l'ont connu et dans les pages de l'histoire de Sydney comme un poignant témoignage de ce jour où le bonheur s'est transformé en chagrin en une fraction de seconde. Par une fraîche matinée d'automne, dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, une jeune auteure-compositrice-interprète du nom de Taylor Mitchell s'aventura dans la nature sauvage, cherchant à s'immerger dans cette beauté brute qu'elle aimait tant. Réputée pour sa voix profonde et ses paroles empreintes d'émotion, Taylor, à seulement 19 ans, s'était déjà fait un nom dans le milieu de la musique folk canadienne. Son cœur débordait de rêves prometteurs et son esprit, indomptable et libre, semblait en parfaite harmonie avec les paysages majestueux qu'elle affectionnait. Ses amis et sa famille la décrivaient comme une étincelle lumineuse, une jeune femme à l'âme ancienne, dont la passion pour la musique n'avait d'égal que son amour pour la nature. Sa mère se souvenait souvent avec tendresse de ces moments où, petite fille, Taylor fredonnait des chansons en jouant dans le jardin, déjà habité par cet amour inné pour la musique et le vivant. Ce jour-là, alors qu'elle parcourait le sentier Skyline, Taylor laissait ses pensées vagabonder entre l'excitation de ses prochaines performances et la contemplation émerveillée de la nature qui l'entourait. Ce chemin, qu'elle connaissait bien pour l'avoir emprunté à plusieurs reprises, semblait lui offrir à chaque pas une paix intérieure et une source d'inspiration inépuisable. Cependant, la quiétude apparente du parc cachait une réalité troublante. Taylor ne pouvait pas savoir que l'écosystème qui l'enchantait tant subissait des changements insidieux. Les coyotes du parc, habituellement des créatures discrètes et craintives, s'étaient transformées sous l'effet de circonstances inhabituelles. Une pénurie récente de leurs proies habituelles les avait poussés à adopter des comportements inattendus et inquiétants. Ils avaient recommencé à chasser des animaux beaucoup plus grands, y compris des orignaux, un comportement extraordinairement rare pour leur espèce. Stanley Gert, un chercheur spécialisé dans l'étude des coyotes, expliquerait plus tard que ce phénomène de changement de proie avait profondément modifié leur comportement naturel. Ces coyotes, autrefois de simples charognards des bois, étaient devenus des chasseurs audacieux capables d'affronter des adversaires redoutables. Alors que Taylor avançait tranquillement sur le sentier, un groupe de ces coyotes transformés par les circonstances rôdait à proximité. Dans un tragique retournement de situation, leurs chemins se croisèrent. Les coyotes l'attaquèrent, peut-être en la prenant pour une proie ou simplement guidés par une nouvelle audace prédatrice. Les cris déchirants de Taylor percèrent le calme de la forêt, un son glaçant et discordant dans un environnement normalement si paisible. Des randonneurs, qui se trouvaient à proximité, accoururent à son secours, le cœur battant à tout rompre sous l'effet de la peur et de la panique. Des appels furent passés au service d'urgence et bientôt, le hurlement des sirènes retentit, brisant la symphonie naturelle du parc. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils découvrirent Taylor grièvement blessé, son corps portant les marques brutales de l'attaque. Malgré leurs efforts acharnés pour la sauver, ses blessures étaient trop graves. La jeune chanteuse, dont la vie avait été une mélodie douce et vibrante, s'éteignit tragiquement, laissant derrière elle un silence assourdissant. Taylor Mitchell, cette fille aimée de tous, artiste talentueuse et amie précieuse, succomba à ses blessures. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc à travers tout le pays. Ses fans, qui avaient suivi avec enthousiasme les débuts prometteurs de sa carrière, furent submergés de tristesse. Sa mère, écrasée par le chagrin, se souvenait de Taylor comme d'une naturaliste aguerrie. Elle évoqua avec émotion les moments où sa fille, même enfant, s'inquiétait déjà du bien-être des animaux sauvages. Après cette attaque sans précédent, la communauté fut partagée entre la douleur de la perte d'un jeune talent et la stupeur face à la nature tragique de son décès. Les responsables du parc, confrontés à une situation exceptionnelle, intensifièrent leurs efforts pour surveiller l'activité des animaux sauvages. Les coyotes impliqués furent retrouvés et euthanasiés. Une décision qui suscita des réactions mitigées. Ceux qui connaissaient Taylor savaient qu'en tant qu'amoureuse de la nature, elle aurait été profondément attristée par le sort de ces animaux. Mais ses proches comprenaient aussi la nécessité de cette mesure pour protéger les autres visiteurs du parc. La vie de Taylor Mitchell demeura un témoignage éclatant de sa beauté et de son imprévisibilité. Son histoire, aussi poignante que tragique, reste une leçon sur la frontière fragile entre l'humanité et le monde sauvage. Elle continue de résonner comme une mélodie douce amère, faite d'amour, de perte et de cet éternel ballet entre les hommes et la nature. Au cœur de San Francisco, une ville animée, débordante de vie et de récits, se dressaient les appartements de Pacific Avenue, des bâtiments modestes mais typiques de l'agitation qui régnait dans cette métropole dynamique. C'est dans ce cadre ordinaire qu'un jour de janvier 2001,
La vie de Diane Whipple, une entraîneuse de lacrosse profondément aimée de ses élèves au St. Mary's College, allait croiser de manière tragique celle d'une créature bien éloignée des paysages urbains qu'elle appelait son chez-soi. À seulement quelques jours de son 34e anniversaire, Diane rentrait chez elle après avoir fait des courses, les bras chargés de sacs, peut-être déjà en train de penser aux festivités à venir. Réputée pour ses exploits sportifs et son énergie débordante, elle avait autrefois frôlé la qualification pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 dans la catégorie du 800 mètres. Sa passion pour le sport s'était transformée en une vocation tout aussi intense dans le domaine de l'entraînement, où elle s'était distinguée par ses techniques innovantes et son incroyable capacité à transformer des équipes en difficulté en véritables champions. Elle partageait sa vie avec sa partenaire de longue date, Sharon Smith, dans un appartement où régnaient l'amour, les rires et des rêves communs. Diane était le genre de personne dont la présence seule suffisait à illuminer une pièce, son énergie communicative et son enthousiasme étant un cadeau pour tous ceux qui avaient la chance de la connaître. Diane avait confié à Sharon une expérience terrifiante qu'elle avait vécue avec le chien de ses voisins, Ban, un immense présa canario au physique imposant et à la force redoutable. Cet épisode l'avait profondément troublée, laissant dans son esprit une peur diffuse, semblable à un nuage noir suspendu au-dessus de son quotidien. Ses voisins, Robert Noël et Marjorie Knoller, formaient un couple excentrique et énigmatique. Tous deux avocats, leur existence semblait teintée d'un mystère singulier. Ils s'occupèrent de deux chiens, Presa Canarios, Ban et Hera, qui appartenaient en réalité à un client purgeant une peine de prison à vie. Ce que peu de gens savaient, c'est que ces animaux étaient déliés à un univers bien plus sombre, associés à des activités criminelles, notamment au gang de l'Aryan Brotherhood. En cet après-midi fatidique de janvier, alors que Diane pénétrait dans le couloir de son immeuble, elle ne se doutait pas que Bane s'y trouvait, laissé en liberté. En quelques secondes à peine, cet espace ordinaire se transforma en le théâtre d'une horreur inimaginable. Le chien, dont le poids dépassait celui de Diane, lança une attaque d'une violence et d'une férocité dévastatrices. L'appel désespéré d'un voisin au 911 résonnait comme une tentative désespérée de demander de l'aide. Mais lorsque la police arriva sur place, elle découvrit une scène bouleversante. Diane gisait gravement blessée, et les traces de l'attaque racontaient une histoire de sauvagerie impitoyable. Malgré les efforts acharnés des premiers intervenants pour lui venir en aide, ses blessures étaient trop graves. Diane Whipple, cette entraîneuse adorée, cette partenaire aimante et cette amie précieuse, succomba à ses blessures. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc dans toute la communauté, les étudiants et collègues du St. Mary's College, profondément attristés, peinèrent à accepter la perte brutale de celle qui représentait pour eux une source d'inspiration et de joie. Lors d'une cérémonie commémorative, Megan Bryan, l'une de ses joueuses, évoqua avec émotion l'impact de Diane sur leur équipe. « Elle nous a transformés en une vraie équipe, nous étions son œuvre. » Dévastée et submergée par le chagrin, Sharon lutta pour accepter cette perte inimaginable. La vie qu'elles avaient construite ensemble, les projets qu'elles avaient rêvés, tout semblait brisé en éclats. Cet événement bouleversa le quartier autrefois paisible, le plongeant dans un mélange de deuil et de colère. Le récit étrange de Noël et Knoller se déroula sous les yeux du public, révélant une histoire sinistre, mêlant connexion criminelle et décisions irresponsables. Leur négligence, leur imprudence et leur incapacité à contrôler ces animaux dangereux avaient permis à une tragédie de se produire. Alors que le procès débutait, le procureur de San Francisco, Terrence Hallinan, accompagné d'une équipe de juristes, dont la prometteuse Kimberly Guilfoyle, se battit pour obtenir justice pour Diane. Le procès, déplacé à Los Angeles en raison de son immense médiatisation, mit en lumière les détails troublants de l'éducation violente de Bane et l'incapacité du couple à protéger leur entourage de leurs animaux. La condamnation de Noël et Knoller apporta une forme de clôture à cette affaire, mais pour ceux qui avaient été Diane, rien ne pourrait jamais combler le vide laissé par son absence. La lutte acharnée de Sharon pour obtenir justice fut un témoignage vibrant de l'amour qu'elle portait à Diane et posa un précédent important pour les droits des partenaires de même sexe dans les affaires de décès injustifiés. La mémoire de Diane continua de vivre à travers la fondation de bourse créée en son honneur. Son héritage demeurait une source d'inspiration pour de jeunes athlètes, un rappel poignant des conséquences de l'insouciance humaine face à la puissance imprévisible de la nature résonnait encore dans de nombreux esprits. Dans les échos de ce couloir sur Pacific Avenue, le rire et les encouragements d'une entraîneuse adorée semblaient encore flotter, comme une ombre persistante d'une vie arrachée trop tôt et d'une communauté à jamais changée par une rencontre tragique. Dans l'immensité scintillante de la grande barrière de corail,
un homme dont le cœur battait à l'unisson avec les créatures les plus sauvages de la nature, entreprit sa dernière aventure sous-marine. Steve Irwin, le célèbre Crocodile Hunter, plongea dans ces eaux avec la même passion ardente et cette joie de vivre débordante qui avait fait de lui une figure aimée dans le monde entier. Pour Steve, l'océan n'était pas simplement une étendue d'eau infinie, mais un véritable sanctuaire où il se sentait pleinement vivant. Ce jour fatidique de septembre 2006, le soleil diffusait une lumière dorée sur la mer, reflétant l'énergie inépuisable de cet homme qui avait consacré sa vie à la conservation de la faune et à l'éducation du public. Accompagné de son fidèle caméraman Justin Lyons, Steve s'était lancé dans une mission pour capturer les merveilles du monde sous-marin dans le cadre du projet Ocean's Deadliest, une preuve éclatante de son amour éternel pour la vie marine mystérieuse. La vie de Steve était une tapisserie vibrante tissée d'aventures, d'amour et d'une connexion indéfectible avec le monde naturel. Sa femme Terry, son âme sœur et partenaire dans sa mission de conservation, ainsi que leurs enfants, Bindi et Robert, étaient les piliers solides de son existence. Ensemble, ils partageaient une dévotion profonde et inébranlable envers la protection des créatures que Steve chérissait tant. Alors qu'il nageait dans les eaux limpides et azurées, les yeux de Steve s'illuminèrent en apercevant une majestueuse raie pastenague. Pour lui, cette plongée n'était qu'un tournage parmi tant d'autres, une activité qu'il avait répétée d'innombrables fois. Cependant, chaque rencontre avec la nature, aussi routinière soit-elle, représentait pour lui une nouvelle occasion de s'émerveiller. Faisant signe à son équipe pour capturer une dernière prise, Steve espérait immortaliser la grâce de la raie lors de son départ. Mais la nature, dans toute son imprévisibilité, en avait décidé autrement. En un instant, ce tournage ordinaire se transforma en une situation critique. La raie, se sentant menacée, réagit violemment et fouetta avec sa queue barbelée, frappant Steve avec une force dévastatrice que personne n'aurait pu anticiper. Justine, témoin de cette scène bouleversante, réagit immédiatement, animée par un mélange d'horreur et d'urgence. La course frénétique vers la côte, marquée par la peur et l'espoir désespéré, n'était qu'un tourbillon confus pour l'équipage. Gravement blessé, mais d'un calme poignant, Steve murmura ses derniers mots à Justine, une acceptation déchirante de son sort imminent. « Je suis en train de mourir », dit-il, sa voix à peine audible dans le tumulte de l'instant. Ces mots, empreints d'une sérénité bouleversante, marquèrent la fin d'une ère. La nouvelle de la mort tragique de Steve Irwin provoqua une onde de choc à travers le monde. Pour Terry, Bindi et Robert, la perte de cet homme, qui était à la fois leur univers, leur héros et leur étoile guide, créa un vide inimaginable. Le monde entier pleura à leur côté, partageant la douleur de perdre un homme qui avait su, avec un enthousiasme et une joie incomparables, rapprocher les merveilles du monde sauvage des cœurs et des esprits de millions de personnes. Steve avait toujours affirmé que la caméra devait continuer de tourner, quoi qu'il arrive, car il voyait cela comme sa mission de révéler les réalités brutes de la nature au monde entier. Cependant, les images de ces derniers instants, capturées sur bande, devinrent rapidement un sujet empreint de respect et de confidentialité, suivant le souhait de sa famille. Son ami et réalisateur, John Stanton, prit la décision douloureuse de visionner ces images. Sa détermination à ce qu'elles ne soient jamais rendues publiques témoigna de son profond respect pour Steve. La bande fut remise aux autorités, et à l'exception d'une copie unique, toutes furent détruites. Cette dernière copie, gardienne silencieuse des ultimes moments de Steve, resta cachée, son contenu précieusement préservé. Au fil des années, l'héritage de Steve continua de prospérer. Terry, Bindi et Robert poursuivirent son œuvre avec une dévotion sans faille. Bindi, épanouie en une ardente défenseuse de la faune sauvage, et Robert, marchant dans les pas de son père, s'assurèrent que l'esprit et le message de Steve perdureraient. À chaque anniversaire de sa disparition, la famille partageait des souvenirs et des hommages, chacun reflétant l'amour, les rires et les leçons que Steve avait laissées en héritage. Des fans du monde entier se joignaient à eux pour se souvenir du Crocodile Hunter, non pas seulement pour la fin tragique de son histoire, mais pour la vie vibrante et exceptionnelle qu'il avait menée. L'histoire de Steve Irwin dépasse le simple récit d'aventures et de tragédies. Elle incarne un message d'amour, de famille et d'un engagement inébranlable à protéger le monde naturel. Bien que son existence ait été écourtée de manière tragique, il vécut pleinement, laissant derrière lui un héritage qui résonne bien au-delà des écrans de télévision. Dans le cœur de sa famille et de ses admirateurs, Steve Irwin restera à jamais comme un héros ayant vécu avec courage, ri avec joie et aimé sans limite.
Catherine Chapel avait trouvé sa véritable vocation dans l'immensité verdoyante et sauvage de la nature sud-africaine. Dotée d'un esprit audacieux et libre, elle n'était pas seulement une artiste remarquable des effets visuels, connue pour son travail sur des sagas épiques comme Game of Thrones. Son compte Instagram était un kaléidoscope vibrant de ses aventures, où chaque image racontait une histoire unique. Parmi ces clichés, une photo récente avec Stephen Fry captait particulièrement l'attention, illustrant la richesse de sa vie et les liens extraordinaires qu'elle tissait avec les gens autour d'elle. Pour ses amis et sa famille, Catherine était bien plus qu'une artiste talentueuse, elle était une rêveuse, une femme d'action et une éternelle exploratrice, toujours en quête de capturer la beauté du monde et de protéger ses créatures. L'esprit de Catherine était aussi sauvage et indomptable que les paysages qu'elle parcourait avec passion. Elle était une conteuse d'histoire, non seulement à travers son art visuel, mais aussi par la manière dont elle vivait sa vie. Chaque voyage qu'elle entreprenait était pour elle une mission. Éveiller les consciences du monde à propos de la beauté fragile de la nature et des menaces qui la guettaient. Son dernier périple l'avait menée en Afrique du Sud, un pays débordant de vie sauvage et de splendeur naturelle. Pour sa famille, Catherine était un véritable phare lumineux. Malgré sa taille de 1,62 m, elle se comportait avec une prestance et une assurance dignes de quelqu'un 2 fois plus grand qu'elle. Sa sœur, Jennifer, plaisantait souvent en disant que Catherine se percevait comme un homme de 1,93 m et 115 kg coincé dans un corps plus petit. Cet esprit indomptable la poussait à explorer l'inconnu et à défier toutes les attentes. Le 1er juin 2015, alors que le soleil se levait sur le Lion Park de Johannesburg, ses rayons dorés illuminaient les vastes savanes et les plaines arides. Avec son appareil photo à la main, Catherine était prête à vivre une nouvelle journée remplie d'aventures. Elle n'était pas là comme une simple touriste. Sa mission était claire: apprendre, documenter et partager avec le monde les histoires de ces êtres majestueux. Alors qu'elle s'aventurait dans le parc, ses yeux brillaient d'excitation. Les lions, avec leur port majestueux et leur beauté brute, étaient un spectacle à couper le souffle. Le cœur de Catherine battait plus vite lorsqu'elle aperçut une lionne étendue au soleil, tranquille et imposante. Poussée par une envie irrésistible d'observer de plus près cette créature fascinante, elle abaissa la vitre de son véhicule. Il y avait dans cette proximité une émotion à la fois brutale et exaltante, comme si elle touchait du doigt l'essence même de la nature sauvage. Mais en un instant, cette scène paisible se transforma en cauchemar. La lionne, peut-être poussée par un instinct de protection ou par une opportunité perçue, bondit vers la voiture. Surprise et impuissante, Catherine se retrouva soudain face à face avec la brutalité de la vie sauvage. Ce qui suivit fut un tourbillon de rugissements, de cris et de chaos. Pierre Podgeter, le guide, intervint immédiatement avec un courage désespéré, frappant la lionne dans une tentative acharnée de sauver Catherine. L'attaque fut impitoyable et d'une violence inouïe. Ben Govender, un témoin dans un véhicule voisin, fut figé par l'horreur de la scène. Il se souvenait avec effroi de la lionne s'éloignant brièvement, la gueule ensanglantée, avant de revenir avec une rage encore plus intense. La lutte pour la vie de Catherine était un spectacle bouleversant, un affrontement entre la vulnérabilité humaine et l'instinct primitif de la nature. Les conséquences de cette attaque laissèrent tous les témoins sous le choc. Pierre, épuisé par ses efforts héroïques, subit une crise cardiaque lors de l'affrontement, un témoignage de l'intensité dramatique de cet événement. La vie de Catherine, pleine de rêves et de passions, fut brutalement arrachée ce jour-là. Le monde perdit non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une âme courageuse et pleine de vie qui avait encore tant à offrir. Sa famille, plongée dans une douleur indescriptible, se souvenait d'elle avec tendresse et admiration. Catherine était un tourbillon de passion et de courage, une lumière dans leur vie. Lors de la cérémonie commémorative, les larmes et les rires se mêlèrent, tandis que les souvenirs de Catherine étaient partagés avec un mélange de fierté et de tristesse. Grayson Orr, son petit ami, évoqua leur dernière conversation, un souvenir poignant de l'imprévisibilité de la vie. En fin de compte, le voyage de Catherine fut une histoire de rêve, d'aventure et d'une fin tragique. Sa vie, une mosaïque vibrante de passion et de bravoure, continue d'inspirer ceux qui l'ont connue et même ceux qui n'en ont entendu parler qu'à travers son histoire.